Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. Grosse vidéo mercato ce matin. Et oui, alors j'avais pas forcément prévu d'en faire une, mais avec tout ce qui est tombé entre avant-hier et hier, allez, on va s'envoyer une vidéo mercato, on va essayer... Je vais essayer de vous donner tous les éléments possibles par rapport au mercato et par rapport aux dernières nouvelles qui sont tombées. Et donc, sans perdre de temps, on va tout de suite regarder notamment la dernière nouvelle qui est tombée. Elle est tombée hier soir. C'est Football Club de Marseille qui nous annonce qu'il y a un accord de trouver entre Jordan Verretou, enfin, qu'il y a un accord trouvé pour Jordan Verretou. Quand on regarde un petit peu plus en détail l'article, en réalité, Football Club de Marseille annonce un accord entre l'OM et Al Douail, le club du Qatar. Euh, la rumeur date maintenant d'il y a quelques jours, quelques semaines. Et Football Club de Marseille annonce donc un accord entre les deux clubs. Le joueur, pour le moment, il n'y aurait pas d'accord. C'est vrai que lorsque j'ai eu cette info, j'ai demandé tout de suite confirmation. Et très rapidement, j'ai pu la confirmer en expliquant simplement qu'il y a effectivement un accord entre l'OM et Al pour Verretou. Un accord proche des 12 millions d'euros. Voilà, donc un accord que je peux confirmer sans trop de soucis, hors bonus. Donc la situation, elle est comme ça actuellement. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que maintenant, c'est sans doute la partie la plus simple qui a été réglée dans ce dossier. La partie la plus compliquée, c'est au niveau du joueur. Et je réponds d'ailleurs à la question de OM 42 000 qui me dit joueur ok. Et je lui dis pas encore, mais ça devrait le faire. Alors il y a eu d'autres sons de cloche, notamment du côté de Mathieu Grégoire, journaliste de l'équipe, qui disait que le joueur n'avait pas encore donné son accord. Je peux d'ailleurs vous retrouver assez rapidement, voilà, hop, le tweet de Mathieu, qui dit voilà, l'OM et des intermédiaires veulent le placer là-bas, Galtier le veut, mais le joueur à ce stade est loin d'un accord. Il attend d'avoir des offres sur la table pour faire son choix et ne souhaite pas se précipiter. Il sera là à la reprise qui est prévue demain. Ce qui n'est pas étonnant, hein, puisque de toute façon le timing est assez court. Donc qu'il soit présent à la reprise, ça ne me choque pas. Moi, j'explique simplement que, voilà, Verretou, effectivement, il espère un gros contrat encore, mais pas hors de l'Europe. Et ça sera très compliqué pour lui. Galtier lui fait un vrai pressing depuis plusieurs jours. Là, de ce que je sais, c'est que ça travaille fort entre Galtier et puis entre Mehdi Benatia qui, je répète, a un lien très fort avec Al Douail qui est son ancien club en tant que joueur. Donc il a gardé des liens forts et c'est lui qui est allé chercher cet accord entre l'OM et Al Douail. Donc voilà, c'était la dernière info rumeur qui est sortie hier soir. Cette offre pour Jordan Verretou, acceptée par l'Olympique de Marseille, maintenant, il va falloir trouver un accord avec le joueur. Ça peut prendre un petit peu de temps, mais de ce que je peux vous dire, c'est que du côté de l'Olympique de Marseille, on est plutôt serein. Voilà, on est plutôt serein. On se dit que normalement, ça devrait pouvoir le faire. Donc, voilà, à suivre dans les prochains jours. Mais en tout cas, il y a bien un accord aujourd'hui entre l'OM et Al Douail aux alentours de 12 millions d'euros hors bonus. Autre info dont j'ai pu parler hier soir, c'est la prolongation quasiment actée de Leonardo Balerdi. Un contrat jusqu'en 2028 et surtout, on se posait la question de savoir quel était le salaire qu'allait toucher l'Argentin. Voilà, je vous ai mis 5 millions annuels pour l'Argentin. C'est entre 4,5 et 5 millions annuels. Voilà, c'est très compliqué d'avoir des chiffres totalement exacts sur ce genre de cas. Mais voilà, on est
à peu près, voilà, on est au-dessus de 400 000 euros mensuels, légèrement un peu plus. Donc voilà, on est sur du 5 millions annuel. Voilà, normalement, c'est quasiment acté. Enfin, c'est même pas normalement, on me l'a confirmé hier soir. Donc, je me suis permis de l'envoyer. Ça devrait être officialisé dans les prochains jours. De toute manière, c'est pas une exclue non plus parce que RMC en avait déjà parlé il y a quelques temps, que ça avançait très bien. Le point que j'ai eu hier soir, tout simplement pour me dire que c'était très 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 bien avancé et c'était quasiment acté. L'autre gros point au niveau de l'effectif marseillais et au niveau des départs, c'est Pierre-Emerick Aubameyang. Alors, j'en avais parlé déjà le 30 juin avec ce tweet, via aussi le dossier Georges Mikotadze, en expliquant que l'OM était toujours intéressé par Mikotadze, mais qu'il n'y aura d'offre officielle qu'en cas de départ d'Aubameyang. Ça, c'était le 30 juin, et qu'on devrait être rapidement fixé concernant l'avenir du Gabonais à l'OM, puisqu'une réunion est prévue entre le club Aubameyang et l'OM prochainement. Donc ça, je vous en ai parlé du coup le 30 juin, et hier, c'est Sanchiauna de Foot Mercato qui donc a tweeté en expliquant que, voilà, en privé, Aubameyang a ouvert la porte à un départ de l'OM. Son agent s'est quasiment mis d'accord avec Al-Shabaab, ce club saoudien. C'est pas la première fois que vous l'entendez parler, hein, parce que c'est un club qui le suit depuis maintenant, je dirais, plus d'1 an. Et puis si vous suivez nos lives, vous savez que l'intérêt de l'Arabie Saoudite est là, et bien là. Sanchiona qui confirme aussi ce qu'on expliquait, c'est-à-dire que Roberto De Zerbi, malgré tout, compte sur lui. Pour le moment, l'OM n'a pas reçu d'offre, mais les Saoudiens devraient en formuler une dans les prochains jours. L'OM n'est officiellement pas vendeur et attend de la part d'Aubameyang de la clarté sur ses intentions. Donc voilà, c'est vrai que c'est plutôt bien résumé par rapport à la situation d'Aubameyang. Ce que je peux rajouter, moi, par rapport à cette info, je l'ai indiqué ici, c'est que je suis absolument pas surpris par rapport à Aubameyang. L'intérêt saoudien, vous le connaissez. Surtout, en fait, il y a des interrogations sur l'envie du joueur de jouer encore une saison avec l'Olympique de Marseille. Il est tiraillé, et d'ailleurs, c'est ce qu'a dit la Provence aussi, hein. Et puis, il y a aussi une question financière avec l'Olympique de Marseille, parce que vous le savez, les salaires vont diminuer cette saison du fait de la non-qualification en Coupe d'Europe. Donc le Aubameyang à 700 000 euros, ce n'est plus le cas. Et là, ça peut commencer à poser problème au niveau du joueur. Et d'ailleurs, voilà, comme l'expliquait la Provence, aujourd'hui, Pierre-Emerick Aubameyang, il est tiraillé entre ses envies d'OM et celles d'un contrat plus lucratif. Donc, voilà, c'est vrai que c'est une situation qui ne m'étonne pas, évidemment, hein, puisqu'on en a déjà parlé. Ce que je peux rajouter, moi, par rapport à ce dossier, pour être très concret, c'est que jusqu'à présent, je vous ai expliqué que Pierre-Emerick Aubameyang avait les mains libres au niveau de son avenir, puisque moi, de ce que j'ai vu comme info, c'est qu'il y a eu un gentleman agreement qui a été signé, pas signé, mais en tout cas oralement fait entre l'OM et Pablo Longoria, entre Aubameyang et Pablo Longoria lors de l'arrivée du Gabonais à l'Olympique de Marseille, en lui expliquant tout simplement que s'il souhaitait quitter le club en cours à la fin de la saison, l'OM ne serait pas trop embêtant par rapport à ça et n'essayerait pas de l'empêcher de partir. Ce que j'ai pu avoir comme info supplémentaire, parce que c'est quelque chose d'assez important, c'est notamment par rapport à cette histoire, est-ce que l'OM peut toucher une indemnité si jamais Pierre-Emerick Aubameyang est amené à partir. Alors, il faut que je vous retrouve l'info, mais c'est pas grave, sinon je vais vous la dire à l'oral. C'est pas grave, je vais vous la dire à l'oral, je la retrouve pas. Non, tout simplement, c'est qu'aujourd'hui,
j'avais comme info donc, que l'OM accepterait de libérer Aubameyang de son contrat sans réclamer d'indemnité de transfert, peu importe le club acheteur. Là, ce que j'ai eu comme info hier, c'est que cette clause-là fonctionnerait que pour des clubs évoluant en Ligue des Champions, en Europe. Donc, ce club saoudien qui voudrait acheter Aubameyang devrait payer une indemnité de transfert olympique de Marseille. Alors après, ne vous attendez pas à des 20-25 millions d'euros, comme je peux le voir passer sur les réseaux. On sera très loin du compte. Si on arrive à toucher entre 5 et 10 millions d'euros, ça sera très très bien déjà. Voilà, c'est ce que je peux vous dire aujourd'hui par rapport au Aubameyang. Sur ce point-là, j'attends encore des confirmations. J'en ai parlé, mais j'attends encore des confirmations. Moi, c'est vrai que l'info que j'ai vue depuis un petit moment, c'est que l'OM accepterait de libérer Aubameyang pour, entre guillemets, service rendu. Et puis surtout, ça permettrait d'économiser l'énorme salaire, malgré tout, de Pierre-Emerick Aubameyang, qui est, je rappelle, le plus gros salaire du club. On continue au niveau des départs avec, cette fois-ci, Paul Lopez. C'est Jim Marzo qui nous indique que Paul Lopez a accepté la proposition présentée par Com et avec son agent fait pression pour que l'accord soit conclu le plus rapidement possible. Le gros X, c'est que l'opération devrait se conclure sur un prêt avec option d'achat de 5-6 millions d'euros. Alors je sais qu'il y a aussi le Genoa qui est dans le coup. Donc à voir si le Genoa peut proposer une formule plus intéressante. Mais de ce que je sais, de ce qui a été aussi de toute façon ressorti, c'est que Paul Lopez préfère l'option com, puisque là-bas, il y a Fabregas et qu'ils ont un lien d'amitié tous les deux. Donc voilà, mais en tout cas, le dossier Paul Lopez arrive à sa fin au niveau de l'Olympique de Marseille. C'est pas vraiment une surprise. On le sait, on le savait. Donc on devrait rapidement avoir une fin de Paul Lopez Olympique de Marseille, à savoir maintenant comment ça va se goupiller. On continue au niveau des départs, après je vous indiquerai par rapport aux arrivées. Il y a eu aussi un début de rumeur par rapport à Zinonaï, comme quoi il était placé sur la liste des transferts. Moi, ce que j'ai pu recevoir comme information par rapport à ça, c'est qu'il y a récemment eu des offres d'Arabie Saoudite pour lui, que lui n'est pour le moment toujours pas emballé à l'idée d'y aller, il veut rester en Europe, et idéalement, il voudrait rester à l'Olympique de Marseille, puisque il se voit très très bien jouer sous Roberto De Zerbi. Et ce que j'expliquais aussi, c'est qu'à la base, l'Olympique de Marseille pensait le garder, parce que Roberto De Zerbi semble apprécier le profil. Mais aujourd'hui, effectivement, l'Olympique de Marseille serait plus ouvert à un départ du Marocain. Sans doute que c'est lié en fait aux différents mouvements que va devoir faire le club. Je rappelle qu'au milieu de terrain, il y a quand même un gros chantier qui est en train de se mettre en place. On a parlé du départ de Verretou. Le club veut faire partir Kondogbia. Le club a recruté Koné. Le club veut recruter Manuel Locatelli. Il y a aussi le petit dossier Max Lopez qu'il ne faut pas oublier, qui peut être là. Il y a Valentin Rongier, on ne sait pas trop ce qui se passe. Il y a aussi une autre rumeur par rapport à un joueur turc dont je parlerai en fin d'émission. Bon, en tout cas, ça fait beaucoup de monde. Zinonaï, c'est un numéro 8 qui peut éventuellement jouer numéro 10. Mais sur ce poste de numéro 10, l'Olympique de Marseille, là aussi, veut recruter un titulaire. Donc, est-ce qu'il y a vraiment aujourd'hui la place pour Zinonaï, pour un joueur qui a déçu globalement? Voilà, c'est la question qui est en train de se poser, d'être posée en tout cas du côté de l'Olympique de Marseille. Pour le moment, pas d'offres, on va dire, intéressantes qui viennent d'Europe, même si je sais qu'il y a encore toujours une belle cote du côté d'Azinonaï, et notamment l'Angleterre, qui s'intéresse particulièrement aussi aux Marocains. Donc, affaire à suivre pour Azinonaï. On va passer aux recrues. Et évidemment, à Lilian Brassier. Lilian Brassier qui, on l'a vu, d'ailleurs, je peux vous remontrer la photo, qui a été pris en photo avec, voilà, il est là, retweeté par Fabrizio Romano, c'est quand même assez incroyable, de Titi, Titi Stoll, le boss, qui s'est pris en photo avec Lilian Brassier, puisqu'il est arrivé hier à l'Olympique de Marseille, hier à Marseille. Visite médicale aujourd'hui
annonce de la signature sans doute aujourd'hui ou peut-être demain. Enfin, en tout cas, voilà. Ça suit son cours. Il n'y a pas de problème par rapport à ce dossier qui est validé depuis un certain temps. Voilà, c'était des derniers détails qui devaient être bouclés entre les deux clubs. Donc c'est aujourd'hui le cas. Ce que je voulais rajouter par rapport à ça, c'est la petite info que nous a sorti l'équipe en disant que voilà, Lilian Brassier voulait partir à l'étranger à la base et disputer une Coupe d'Europe, mais l'arrivée de De Zerbi lui a fait changer ses plans. On rentre une nouvelle fois dans le côté attractif de Roberto De Zerbi par rapport à certains joueurs, et Lilian Brassier rentre totalement là-dedans. Il a envie de jouer pour Roberto De Zerbi, donc il a accepté de continuer en Ligue 1 dans un club qui ne joue pas la Coupe d'Europe la saison prochaine, mais qui a envie évidemment de retrouver les sommets. Donc Lilian Brassier Olympique de Marseille, c'est pour bientôt. Et c'est une très très bonne recrue. Il va y avoir des conséquences par rapport à ça. On en parlera sans doute plus tard, notamment par rapport à Chancel Mbemba, qui, sans trop m'avancer, vous le savez de toute manière si vous nous suivez, l'Arabie Saoudite l'appelle. Il y a une offre. Ça d'ailleurs, je peux vous le dire, il y a une offre aujourd'hui qui est déjà là pour lui. C'est à lui maintenant de réfléchir et de voir ce qu'il veut faire. Mais en tout cas, l'Olympique de Marseille ne serait pas contre vendre Chancel Mbemba, puisque avec Brassier, avec Balerdi qui a prolongé, et avec Bamo Meïté qui est là et qui semble être là et dans les plans de l'Olympique de Marseille. Voilà. Sur ce poste. Et puis on a toujours Samuel Gigot qui n'est toujours pas parti. Donc voilà, on a un Chancel Mbemba qui pourrait rapidement partir. On va enchaîner avec, au niveau des recrues potentielles, la grosse info qui est tombée hier du côté de Di Marzio. Toujours, les infos mercato de l'Olympique de Marseille tombent du côté de l'Italie, globalement, vous le savez. C'est l'OM qui veut recruter Valentin Carboni de l'Inter de Milan, 19 ans, international argentin, qui est actuellement à la Copa América avec l'Argentine. Il a été prêté cette saison à Monza. Voilà, c'est un numéro 10. Alors, c'est vrai que c'est tout de suite une grosse info. Alors, c'est vrai que c'est un nom, moi, derrière, que j'ai pu confirmer. Il est dans la shortlist des 4-5 noms, là, sur le poste du numéro 10, avec El Khanous, avec Lindstrom, avec Colpani aussi. Voilà, il y a cette liste de noms. Il y a plusieurs pistes. En fait, là, on est typiquement dans la stratégie Longoria, comme je l'explique dans le tweet, c'est-à-dire que vraiment, on va envoyer plusieurs pistes, on va essayer de faire ouvrir plusieurs dossiers, et puis il y a un rang de priorité, piste 1, piste 2, piste 3. Ce qui est le plus compliqué, c'est de savoir quelle est véritablement la priorité. Comme le dit d'ailleurs Sanchaouna, Carboni est l'une des priorités au poste du numéro 10. Il faut bien comprendre le tweet, c'est l'une des priorités, ce n'est pas la priorité. Les mots ont un sens, comme j'ai tendance à le dire. Donc voilà, aujourd'hui c'est très compliqué de savoir véritablement qui est la piste numéro 1. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est un autre? Mais en tout cas, ça travaille. Carboni, de ce que je peux vous dire, c'est que si c'est lui la piste prioritaire, c'est sans doute la piste la plus compliquée. La piste la plus compliquée parce que l'Inter de Milan, on va regarder très rapidement sa fiche Transfermarkt. Il a un contrat jusqu'en 2028. Vous le voyez ici. Valeur Transfermarkt à 15 millions d'euros. Cette saison, au niveau donc, de ses stats, à Monza, alors je vais aller récupérer ça, puisque donc, il était prêté à Monza. C'est 2 buts et 4 passes D en 32 matchs. Voilà, ça reste correct. En Serie A, il a eu un début où il était sur le banc. Après, il a eu davantage de temps de jeu. Mais il n'a que, finalement, il a été titularisé que 10 fois sur 37 matchs. Donc, c'est pas non plus énorme. Voilà. Donc, on peut pas dire qu'aujourd'hui qu'on recrute un titulaire en puissance si jamais c'est lui qui doit venir.
Au niveau des caractéristiques, on va dire, du joueur, on va le voir sur sa hitmap notamment. C'est un joueur, alors là, hop, on est sur la Copa América, il a joué juste quelques minutes avec l'Argentine, mais si on regarde sa saison avec Monza, on le voit sur sa hitmap. C'est un meneur de jeu qui a tendance à être quand même sur le côté. Il faut rappeler que sous Monza, enfin avec Monza, il était sous Raffaele Palladino, qui est un adepte notamment du 3-4-3, hein, comme on peut dire. Et donc, il était souvent, on va dire, derrière l'attaquant, axe droit. Donc, c'est pour ça que vous voyez cette hitmap avec une zone vraiment concentrée sur le côté droit. Ça, c'est pas étonnant. Mais en tout cas, dans le 4-2-3-1 de De Zerbi, il serait évidemment le numéro 10 sans trop de problèmes. Voilà, au niveau des buts, il est à 2 buts alors qu'il en exé c'était 2,32 buts, donc ce qui est correct. Par contre, on peut voir qu'il a un peu surperformé au niveau des passes D puisqu'il n'y avait que 1,39 passes D d'attendu. Donc voilà, bon, ça reste un très jeune joueur qui a un énorme potentiel. Je sais que par exemple, vous l'avez vu passer sans doute, Léo Messi en a dit énormément de bien. Donc c'est à voir véritablement. Si on regarde très rapidement une petite carte, on va dire, de ce qu'il peut faire, j'ai notamment pris en fait, voilà, sa carte sur la saison en Serie A. On voit que voilà, il a des bons pourcentages au niveau de la passe D, des actions menant à un tir et menant à un but. On est dans la moyenne, mais c'est pas non plus fabuleux. Par contre, dans tout ce qui est, on va dire, passe, donc passe progressive, passe en profondeur, passe clé, voilà, il se situe dans on va dire, la haute moyenne en Serie A. Donc c'est un joueur vraiment intéressant. Et même en termes de possession, voilà, c'est un joueur qui touche énormément le ballon, voilà, qui peut être assez complet offensivement. Alors voilà, c'est une petite visibilité très rapide de ce qu'il peut faire. On voit notamment ici au niveau des tacles aussi que défensivement, il est capable de faire du travail. Bon, si jamais, de toute façon, la piste doit se faire, on fera un rapport un peu plus complet du joueur. Mais c'était pour vous donner une première visibilité un petit peu sur ce joueur. Et je vous recommande, comme d'habitude, d'aller voir notamment ce qu'avait fait Datascout, un compte Twitter que l'on salue. On a au niveau de Valentin Carboni, qu'il avait plutôt très bien décrit. Donc voilà, je vous invite à aller voir ce compte qui est toujours très intéressant. On va revenir aussi dans cette vidéo sur l'info que je vous avais donnée très rapidement. C'était l'info par rapport à Bilal El Khanouz. Donc voilà, l'Olympique de Marseille est intéressé aussi par lui. Genk en demande 30 millions d'euros. Il y a une grosse concurrence allemande et notamment du Bayer Leverkusen et de Leipzig. Voilà, donc c'est un dossier qui est mené par Mehdi Benassia. Mehdi Benassia qui est proche du clan El Khanouz. Le dossier fait l'unanimité au sein du club. Maintenant, reste à savoir si, voilà, est-ce que c'est lui la piste numéro 1? Est-ce que c'est plutôt Carboni? Est-ce que ça peut être un autre joueur? Là, c'est quand même beaucoup plus compliqué à savoir. Mais en tout cas, il est bel et bien dans la liste. Et il y a notamment un journaliste marocain, Hakim des Lions de l'Atlas, que je pense tous les suiveurs de l'OM connaissent, qui a dit tout simplement que c'était une piste concrète mais compliquée et que surtout le joueur, et comme je l'avais expliqué dans le live, le joueur est fan de l'Olympique de Marseille, donc c'est quelque chose qui peut rentrer en compte. Et d'ailleurs, à la question qu'on lui pose la question, est-ce que Mehdi Benassia a joué un rôle primordial? Complètement, répond Hakim. Donc c'est vrai que voilà, c'est un dossier qui est mené par Mehdi Benassia. À voir maintenant si ça ira au bout. Mais en tout cas, c'est un vrai dossier intéressant. Bilal Ranous, juste pour vous faire très rapidement aussi sa fiche. 30 millions d'euros de valeur transfermarkt, donc c'est déjà énorme. Sur la saison dernière, avec Genk en 51 matchs, c'est 3 buts et 8 passes D. Voilà, on est sur un numéro 10 hein, qui est capable aussi, évidemment, de dézoner beaucoup. D'ailleurs, vous allez le voir sur la hitmap. Il dézone énormément. C'est un tireur de coup de pied arrêté, mais il dézone énormément. C'est un joueur qui vraiment
est vraiment beaucoup dans le mouvement, dans la provocation, dans le dribble. On le voit notamment là sur la moyenne des milieux médians, on va dire en championnat belge. Il est dans la créativité, il est au-dessus au niveau des données, techniquement aussi. Donc voilà, c'est un joueur très intéressant qui a fait 3 buts et 6 passes D. Ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau des passes D attendues, il était plutôt entre 8 et 9. Donc voilà, les passes D aussi, ça dépend évidemment de la réussite des attaquants avec lui. Mais voilà, c'est un diamant à polir. Il est jeune, il a 20 ans. Voilà, c'est un diamant à polir, mais l'Olympique de Marseille est persuadé que ça peut être un titulaire en puissance dans cette équipe. Donc voilà, j'ai voulu vous faire un petit comparatif très rapidement avec Amin Harit pour que vous puissiez voir un petit peu voilà, que vous puissiez voir un peu la différence. Amin Harit, saison Ligue 1, donc qui est en bleu, donc la saison dernière, et El Ranouz, sa saison en Jupiter League. Voilà, on voit que d'un point de vue offensif notamment, bon, El Ranouz est très 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 fort. Après, le comparatif est compliqué aussi à mettre en place parce qu'Amin Harit a beaucoup joué en fait dans un poste plus reculé. Hein. Et d'ailleurs, au niveau des stats pour les milieux de terrain, il a de très bonnes stats. Après, si on regarde un peu les stats d'un point de vue plus offensive, là, c'est un peu plus compliqué. Et d'ailleurs, voilà, là, on a fait le comparatif par rapport au milieu de terrain. Si on regarde par exemple le comparatif par rapport aux stats offensives, on voit qu'El Ranouz, c'est notamment quand même beaucoup plus intéressant d'un point de vue offensif, même au niveau des duels aériens gagnés. Mais après, Amin Harit a aussi des choses très intéressantes au niveau des dribbles, des passes progressives, etc., des positions progressives, pardon. Voilà. Donc, en tout cas, c'est un joueur, El Ranouz, qui ferait énormément de bien à l'Olympique de Marseille, sans trop de doute. Et là aussi, par rapport à lui, je vous invite à aller voir Datascout, un compte que je vous recommande, qui avait fait un comparatif notamment avec Bruno Fernandes. Voilà, donc ça vaut ce que ça vaut, mais c'est plutôt flatteur, comme nous dit Datascout, plutôt intéressant. Et puis il y avait une analyse beaucoup plus complète qui a été faite l'année dernière sur lui. Je vous invite à aller la voir parce que même si, bon, elle date de maintenant il y a plus d'1 an, mais ça reste intéressant. C'était voilà, beaucoup de choses à apprendre au niveau de ce joueur. Si jamais il doit venir, en tout cas, voilà, je vous le conseille. Puis il y a aussi des petites vidéos de El Ranouz, donc voilà, que vous pouvez aller voir, notamment voilà, cette passe magnifique. Donc voilà, on va finir cette vidéo qui fait déjà 28 minutes, donc on va essayer de faire ça en 30 minutes comme la dernière fois, avec cet intérêt, cette piste-là, cette rumeur qui vient de Turquie au niveau de Ismail Yüksek, milieu défensif. L'OM serait sur le joueur. On parle de 10 millions d'euros. Il joue au Fenerbahçe. Fenerbahçe qui est entraîné maintenant par Mourinho. Alors, encore une fois, je vous recommande Datascout. Pourquoi je vous recommande? Parce que c'est vraiment très intéressant ce qu'il fait. Donc voilà, on a aucune collaboration hein, entre Datascout et la Tribune de l'Olympiade, mais c'est vraiment un très très bon compte qui est très intéressant et qui voilà, fait beaucoup de comparatifs. Et là, on voit notamment, il avait fait ce comparatif voilà, en janvier 2024, donc c'est un peu plus récent que celui pour El Ranouz. Et on voit que par rapport au milieu médian en D1 turc, il remplit quand même beaucoup de cases. C'est un profil très défensif, hein, voilà, il faut le voir. Comme ça, un profil très défensif à la Valentin Rongier, très clairement. Moi, ce que je peux vous dire et ce que je peux vous rajouter par rapport à ce dossier, et on finira la vidéo avec ça, c'est que Mehdi Benassia, récemment, est allé en Turquie, a fait un petit aller-retour en Turquie pour régler divers dossiers. Et de ce que je sais, c'est que le dossier Yüksek, on me l'a dit récemment, fait partie des dossiers qu'il a vus. Voilà. Alors après, c'est que la presse turque parle d'un intérêt et que Pablo Longoria serait directement impliqué dans le dossier et parlerait directement avec le club turc.
Moi, c'est pas forcément les retours que j'ai, c'est plutôt Mehdi Benassia qui est clairement sur le dossier. Voilà. Après, là aussi, toujours pareil. Est-ce que c'est une priorité ou pas? Est-ce que c'est la priorité au milieu de terrain? On parlait tout à l'heure voilà, de Valentin Rongier. Est-ce qu'il va revenir ou pas? On n'est pas sûr. Et puis là, il y a cette rumeur-là. Donc voilà, à voir en tout cas si ça peut être un dossier intéressant par rapport potentiellement au remplacement de Valentin Rongier. Voilà, au niveau des rumeurs, aujourd'hui, j'ai enregistré la vidéo, voilà, il est 9h55. Donc au 3 juillet, voilà un petit peu le point au niveau des rumeurs. Évidemment que des choses vont tomber d'ici là. Peut-être que des choses d'ailleurs sont tombées pendant le live. Si c'est le cas, écoutez, de toute façon, on en reparlera demain, puisque demain, nous sommes en live pour la Tribune OM. Demain, 21h15, avec Julien, pour parler des différentes rumeurs. Donc on reviendra évidemment sur les rumeurs de départ, les rumeurs d'arrivée. On essaiera aussi un petit peu de se projeter sur... il y aura eu la reprise de l'entraînement, notamment. Donc voilà, si on a des infos, des choses à ce niveau-là. On verra aussi la conférence de presse de Roberto De Zerbi quand est-ce qu'elle aura lieu. Voilà, on sera très attentif à tout ça. Je vous souhaite une bonne journée. Et puis surtout, allez l'OM. Allez, ciao tout le monde.